Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 5 mars 2026, épisode 592. Au sommaire de cette édition, des scans de brute force actifs contre les instances CrushFTP mal configurées, le démantèlement international du forum criminel Leakbase par Europol, des packages PHP malveillants sur Packagist, distribuant un RAT ciblant des environnements Laravel, une vulnérabilité zéro-clic critique dans FreeScout qui permet un contrôle total des serveurs de messagerie sans aucune authentification, la stratégie de Google et Cloudflare pour sécuriser des certificats HTTPS face à la menace quantique, une faille CVSS 10 dans le Cisco Secure Firewall Management Center permet une RCE non authentifiée, et enfin, les conséquences opérationnelles des frappes de drones iraniennes sur les data centers d'AWS au Moyen-Orient. Des scans de brute force ciblant CrushFTP sont actuellement détectés dans la nature. Selon Johannes Ulrich, chercheur au Sens Internet Storm Center, les attaquants ne cherchent pas à exploiter une vulnérabilité spécifique, mais s'appuient sur une tactique bien plus simple. Tester des identifiants par défaut sur des instances mal configurées. CrushFTP, système de transfert de fichiers open source basé sur Java, a déjà fait l'objet de vulnérabilités critiques dans le passé, dont la CVE 2024-4040, une faille de template injection qui permettait une RCE sans aucune authentification. La CVE 2025-31161 est une AUTH bypass donnant accès au compte CrushAdmin, et la 0D CVE 2025-54309 a été activement exploitée en 2025. Mais cette fois, la méthode est différente. Les requêtes observées sont des posts vers l'endpoint Web Interface Function avec les paramètres username égale CrushAdmin et password CrushAdmin, qui est passé directement en GET. Le corps de la requête est vide, l'attaquant mise sur des administrateurs ayant conservé le nom d'utilisateur suggéré par défaut et l'ayant également utilisé comme mot de passe, et l'ensemble des requêtes malveillantes provient d'une adresse IP française, la 5.189.139.225, connue pour des tentatives d'exploitation opportunistes depuis le mois de février. Lors du déploiement initial, CrushFTP impose bien la création d'un compte administrateur, mais ne propose pas de mot de passe par défaut. Les noms d'utilisateurs suggérés sont CrushAdmin, root et admin, soit précisément les cibles de cette campagne. Les 3 et 4 mars 2026, une opération internationale coordonnée par Europol a conduit au démantèlement de Leakbase, l'un des forums criminels les plus actifs spécialisés dans le trafic de bases de données volées et d'infostealers. Actif depuis 2021, Leakbase opérait en clair sur le web ouvert en anglais et fonctionnait comme une place de marché combinant forums et systèmes de réputation basés sur des crédits. À fin décembre 2025, la plateforme comptait plus de 142 000 utilisateurs enregistrés, 32 000 posts et plus de 215 000 messages privés. Une règle interne notable interdisait la publication de données relatives à la Russie. Selon Europol, environ 100 actions coercitives ont été menées simultanément dans plusieurs pays dans des arrestations, des perquisitions et des interventions du type Kno Untalk visant 37 utilisateurs les plus actifs. Le 4 mars, le domaine du forum a été saisi et remplacé par une page d'avertissement des autorités. La base de données du forum a été intégralement saisie, permettant la désononymisation de plusieurs membres qui s'estiment à l'abri derrière leur pseudonyme. Les enquêteurs ont contacté certains suspects directement via les canaux numériques qu'ils utilisaient eux-mêmes pour leurs activités criminelles. Et cette opération a été menée dans le cadre de la Joint Cybercrime Action Task Force, la JCAT, qui a impliqué 14 pays dont l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Roumanie et les Pays-Bas. Europol entre désormais dans une phase de prévention visant à dissuader de nouvelles activités criminelles. L'équipe de recherche de Socket a identifié plusieurs packages PHP malveillants, publiés sous Packagist sous le compte utilisateur de NHA2TUANBL, distribuant un Remote Access Trojan ciblant les serveurs web Laravel. Les packages concernés sont le Lara Helper et le SimpleQ, qui embarquent directement la payload malveillante dans un fichier helper.php. Un troisième package, le Lara-Swagger, ne contient pas de code malveillant proprement dit, mais la liste Lara Helper comme dépendance, entraînant l'installation par défaut et silencieuse du RAT par transitivité. Le compte NHATUANBL
est actif sur Packages depuis 2015, mais les versions malveillantes n'ont été mises en ligne qu'à partir de mi-2024. Une fois installé, ce RAT va établir une connexion chiffrée en AES 128 CTR vers un serveur C2 situé sur le domaine helper.leu.net sur le port 2096. Il transmet des données de reconnaissance système, le type et la version d'OS, l'identifiant de la machine, et attend des commandes. Le tableau de commandes supporté est complet. Exécution shell, capture d'écran en base 64, upload et download de fichiers, ou encore Earthbeat toutes les 60 secondes. Le code est fortement obfusqué via 3 techniques combinées, du GoTo Spaghetti pour brouiller le flux d'exécution en codage hexadécimal et octal sur des chaînes de caractères, et identifiant aléatoire pour contrer l'analyse statique. Ce RAT s'exécutant dans le même processus que l'application Laravel, il hérite de l'ensemble des accès, variables d'environnement, credentials de base de données et clés d'API. Le serveur C2 ne répond plus au moment de la publication, mais les systèmes compromis continuent de tenter des reconnexions. Des chercheurs d'OX Security ont découvert une vulnérabilité critique dans FreeScout, l'application open source de helpdesk et de messagerie partagée basée sur le framework Laravel PHP. Baptisée Mail2Shell et suivie sous la CVE 2026-28289, cette faille va permettre un contrôle total du serveur sans aucune authentification et sans aucune interaction de la victime. Une véritable zéro-click attaque. La chaîne d'exploitation prend sa source dans un patch incomplet. Quelques jours après la correction d'une première RCA authentifiée sous la CVE 2026-27636, les chercheurs ont identifié un contournement. Le correctif initial bloquait les uploads de fichiers dangereux en ajoutant un underscore aux extensions restreintes ou au nom commençant par un point. Or, en préfixant le nom de fichier malveillant avec un caractère 0 with space ou Unicode U plus 200B, l'attaquant passe silencieusement le filtre de sécurité initial et plus loin dans la chaîne de traitement, le serveur supprime ce caractère invisible, restaurant la payload sous la forme d'un .file exécutable. L'attaquant a entièrement automatisé son attaque. Il va envoyer un email contenant la payload à n'importe quelle adresse connectée au serveur FreeScout. Le système écrit le fichier sur le disque dans un répertoire prévisible sous /storage/attachement et l'attaquant n'a plus qu'à accéder à ce chemin via l'interface web pour accéder à des commandes à distance. En cas d'exploitation, les conséquences incluent l'exfiltration des tickets de helpdesk, le vol de données de boîte aux lettres client et un mouvement latéral possible sur le réseau de l'entreprise. Plus de 1100 instances FreeScout sont exposées publiquement. Le mainteneur a publié une version, la 1.8.207, pour corriger ce vecteur, et les versions antérieures restent vulnérables malgré le patch précédent. Google et Cloudflare ont présenté leur stratégie pour immuniser les certificats HTTPS contre des attaques quantiques avec une intégration dans Chrome déjà en cours. Selon un article publié par 01net, le problème est algorithmique. L'algorithme de Shor, conçu pour les ordinateurs quantiques, pourrait compromettre les certificats numériques garantissant l'authenticité des certificats X.509, permettant à un attaquant de forger de faux certificats acceptés sans alerte par les navigateurs. La solution retenue repose sur l'intégration d'algorithmes post-quantiques, notamment le ML-DSA, dans les chaînes de certificats. Mais cette approche génère un problème de volume. Là où une chaîne X509 classique pèse environ 4 kilooctets, les données post-quantiques multiplient ce poids par 40. C'est pas par 10, c'est par 40. Pour obtenir cette inflation, Google et Cloudflare s'appuient sur le Merkle Free Certificate, les MTC. Ce mécanisme condense la vérification de milliers de certificats en une preuve compacte d'environ 700 octets contre potentiellement 160 kilooctets. Sans cette optimisation, Cloudflare teste actuellement le dispositif sur 1 millier de certificats. L'IETF a créé en parallèle un groupe de travail dédié qui est baptisé PKI Log and Free Signature, pour coordonner la normalisation internationale. Le défi reste avant tout opérationnel. La migration complète et qui concerne l'ensemble de la chaîne, l'autorité de certification, les serveurs, les pare-feux d'entreprise et équipements réseau, et certains de ces équipements s'appliquent des limites strictes sur la taille des certificats et pourraient simplement rejeter des fichiers 40 fois plus lourds. L'IETF étant encore en phase de normalisation, le déploiement à grande échelle reste une perspective à moyen terme. Cisco a divulgué une vulnérabilité.
Cisco a divulgué une vulnérabilité critique dans son Secure Firewall Management Center, le FMC, avec un score CVSS de 10, le maximum possible. Alors, elle est identifiée sous la CVE 2026-20131. Cette faille permet à un attaquant distant non notifié d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges root sur les systèmes affectés. Cette vulnérabilité, découverte en interne par Ken O'Keefe du Cisco Advanced Security Initial Group, réside dans une désérialisation non sécurisée de flux Java fourni par l'utilisateur via l'interface web du management. L'attaquant envoie un objet Java sérialisé spécialement crafté pour que le système l'interprète sans validation, contournant ainsi toute authentification et obtenant un accès root complet. Les scénarios post-exploitation possibles incluent le vol de données, le déploiement de ransomware ou l'installation de backdoors persistantes. Les produits concernés sont Cisco Secure FMC Software and Security Cloud Control Firewall Management, indépendamment de la configuration des équipements logiciels. Les logiciels ASA et Threat Defense ne sont pas affectés. Les utilisateurs de Security Cloud Control bénéficient de patchs automatiques via le modèle SaaS et n'ont aucune action à entreprendre. Au moment de la publication, il faut savoir qu'il n'y a aucun exploit qui est public qui est connu d'après Cisco, le PCIR de Cisco, et aucun workaround n'est disponible. Le patch est distribué via l'Advisory Secure Firewall Software de mars 2026 et le Cisco Software Checker permet d'identifier les chemins de mise à jour applicables. Bon, on prend en compte que l'exposition de l'interface de management sur Internet constitue un facteur aggravant principal et les équipes réseau doivent traiter cette vulnérabilité en priorité maximale. Bref, vous l'aurez compris, il faut patcher. Des frappes de drones iraniennes ont physiquement détruit des infrastructures Amazon Web Services au Moyen-Orient les 1er et 2 mars 2026, provoquant des perturbations massives de services cloud dans la région. Selon Recorded Future News, les attaques s'inscrivent dans la réponse iranienne à des frappes américo-israéliennes ayant tué le guide suprême Ali Khamenei de plusieurs hauts responsables. Aux Émirats arabes, 2 des 3 data centers de la région, le ME Central 1, ont été directement touchés. Les zones MEC 1-AZ2 et MEC 1-AZ3. Et il faut savoir qu'à Bahreïn, un drone a frappé à proximité immédiate d'une installation de la région, c'est le ME-South-1, endommageant la zone d'habilité MES 1-AZ2. Alors derrière ces explications, et toujours selon Amazon, les frappes ont causé des dommages structurels, des coupures d'alimentation électrique et déclenché des systèmes de suppression d'incendie générant des dégâts des eaux supplémentaires à l'intérieur des bâtiments. L'impact opérationnel est majeur. Plus de 60 services AWS ont été affectés aux Émirats arabes, dont Amazon EC2, S3, DynamoDB, Lambda RDS, Kinesis, CloudWatch et le Management Console. En UAE, l'architecture Multi-Availability Zone n'est pas suffisante à absorber les pertes simultanées de 2 zones sur 3. Les services S3 et DynamoDB, fondation de nombreuses architectures cloud, ont connu des taux d'erreur élevés persistants, retardant la reprise de l'ensemble des services dépendants. Alors Amazon a confirmé travailler à des mitigations logicielles en parallèle de la restauration physique des infrastructures. La société, Amazon, a recommandé à ses clients de migrer leur workload vers des régions AWS situées en Europe, aux États-Unis ou en Asie-Pacifique et d'activer leur plan de disaster recovery. Au 3 mars, la restauration complète restait en cours, l'environnement opérationnel régional demeurait qualifié d'imprévisible par Amazon. Bref, affaire à suivre. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.